Euh, Alors, Francis, tu fais partie de plusieurs groupes de travail, mais voilà, présente-toi Oui, alors, et tu fais partie du groupe bon, notamment en bonsoir à tout le monde. Ah collectivité. oui, alors, cette intervention, elle est complètement différente de celle qui est du groupe Bois, qui lui a travaillé, produit un document, etc., qui va être partagé et remonté. Là, c'est plus des sessions de découverte, sensibilisation, formation sur ces sujets de la planification, de la transition écologique, qui a quand même beaucoup d'actualité et qui touche évidemment tous les sujets sur lesquels on travaille et on réfléchit. Mais il n'y a pas vocation à avoir un document, hein. C'est plus un survol. Alors l'idée, c'était de faire cette présentation en deux, parce que c'est trop riche, hein. On la fera certainement en deux fois, on approfondira. Donc aujourd'hui, je vais me contenter voilà, d'illustrer un petit peu ce que c'est que la planification écologique, mais à tout niveau, hein, du niveau international au niveau communal, local, voire du quartier, et de comprendre qu'il y a différents systèmes et différents documents stratégiques, mais qu'il est important de les connaître. On fera un petit coup d'œil sur les travaux du secrétariat général à la planification écologique, qui est quand même aujourd'hui le système d'État qui est rattaché au Premier ministre et qui met en place cette stratégie de transition. Donc c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il en est. Et puis, alors on parlera, mais alors là très rapidement, je crois que je sauterai parce que c'est trop long, tous les documents qui sont les documents locaux qui sont en cours actuellement et sur lesquels on On les travaille. verra dans la deuxième partie, quand même, hein, c'est ça, les Pardon? documents, on les verra dans la deuxième Alors, on partie. les verra dans la deuxième partie, oui. Et j'aborderai le rôle du shifter. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche. Voilà. Alors, rapidement, il y a beaucoup d'informations sur les transparents. Je vais me focaliser sur certaines choses. Euh, Ça, c'est grosso modo, quand on parle de transition, la première des choses à faire, c'est de fixer des objectifs. Alors, c'est en général ce qui se passe dans les documents de la pile supérieure, hein. Vous voyez cette pile qui démarre. Comment ça marche le truc? Il faut C'est appuyer là, là et d'un laser. OK. Mais moi, je vais Voilà, OK. surligner avec toi parce que Donc, on va du eux, ils ne le voient domaine pas. international au domaine du territoire. Alors, au domaine international, ben, typiquement, c'est la COP 21 avec un objectif qui est défini. Bien sûr, moi, je vais m'intéresser à tout ce qui est climat, énergie, environnement, biodiversité, etc. Donc, tous ces sujets qui nous intéressent, nous, au Shift. Et voilà, donc, là, on a la COP 21 avec les accords de Paris, c'est typiquement les objectifs. Donc, les documents, en général, de niveau supérieur, qui sont là, sont des documents internationaux, Nations Unies, etc. Ensuite, on a les niveaux européens. Le niveau européen, c'est ce qu'on appelle le paquet énergie-climat. Hein, c'est les décisions et ce qu'on appelle le Fit for 55, c'est-à-dire diminuer en 2050 55% d'émissions en moins. C'est les objectifs qui sont fixés au niveau européen. Donc là, on a des grands objectifs internationaux fixés. Au niveau national, ben, on a le plan national, alors ça c'est vraiment plan national d'adaptation au changement climatique, PNACC. Le PNACC, c'est ce qui est défini à l'échelle nationale. On en est au troisième, à la négociation du troisième PNACC. Et ça définit les objectifs, réduction de gaz à effet de serre de 40%. En général, bien sûr, c'est aligné, pas en général, c'est nécessairement aligné sur le niveau international, puisqu'on est obligé de suivre les décisions qui sont prises au niveau européen. Ensuite, au niveau national, on a bien sûr d'autres domaines, en particulier la loi de transition énergie pour la croissance verte. C'est les problèmes de neutralité carbone à l'horizon 2050. Voilà, avec les budgets carbone qui sont fixés par grands secteurs d'activité. Et puis la stratégie nationale bas carbone qui, elle, fixe des objectifs également sur les aires protégées, sur le zéro artificialisation nette, ce fameux ZAN dont on parle pour 2050, hein, qui impose que toute zone artificialisée soit rendue, c'est-à-dire qu'on ait un bilan net zéro en 2050 avec cette idée de diviser par deux le rythme d'artificialisation en 2030. Donc là, on a des objectifs à atteindre sur des grands documents. Et puis, à l'échelle en dessous, c'est-à-dire aux échelles régionales et territoriales, on trouve les documents qui sont des documents de planification régionale. Donc, par exemple, le schéma de SRADET, ce qu'on appelle le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. On trouve, alors la stratégie nationale biodiversité, elle doit être remontée d'un niveau là, mais on trouve également au niveau régional des documents qui sont
qui ont trait, par exemple, le SRC, qui est le schéma régional des carrières, donc là, qui traite des problèmes de matériaux, etc. Le SDAGE, qui traite des problèmes de gestion de l'eau, et j'en parlerai un petit peu. Donc, vous voyez qu'il y a une hiérarchie dans les différents documents. Au niveau des territoires plus bas, on trouve le plan climat et énergie territoriale, dont on parlera un peu plus en détail dans la deuxième partie. Le SCOT, qui est le schéma de cohérence des territoires, qui là couvre le département, la partie sud du département. Et puis en dessous, on ne le voit pas bien, le PLU, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui est en train de se monter à l'échelle de la métropole. Alors vous voyez qu'il y a une hiérarchie dans tout ça, sachant que les documents qui sont les plus bas sont en général plutôt obligés de tenir compte de ce qui s'est décidé au-dessus. Il est évident que quand on a une décision qui arrive de façon supérieure, il faut redescendre et remettre à jour les documents d'organisation du niveau en dessous. Alors, on traite des thématiques aussi extrêmement variées dans ces planifications. À l'échelle française, ça fait des dizaines d'années qu'on fait de la planification. Hein. Depuis, même avant-guerre, on en faisait déjà. Il y en a eu du temps de Vichy, il y en a eu beaucoup après, avec les différents plans. Alors, on traite des thématiques ici, par exemple, il y a le plan national de la prévention des déchets, voilà, la thématique des déchets. On a bien sûr une planification de la gestion des matières minérales non énergétiques avec des schémas d'exploitation des carrières, etc. Ça, c'est quelque chose qui est, dont on ne parle pas beaucoup, nous, mais qui est extrêmement important. On a la stratégie nationale de la biodiversité avec des stratégies nationales sur les aires protégées, des schémas régionaux de cohérence écologique, etc. Donc on voit qu'on a plein de domaines différents avec une hiérarchie sur la thématique biodiversité. On a également des découpages variés. En général, ce sont les découpages administratifs, régions, départements, établissements publics qui servent d'aire géographique d'application des différents documents, mais quelquefois pas. Par exemple, la gestion de l'eau. Alors, on a un schéma directeur d'aménagement de gestion de l'eau qui est basé sur les bassins hydrographiques. Et à l'échelle de la métropole, il y a 6 bassins hydrographiques. On comprend bien que l'eau, elle se fiche un peu des notions territoriales. Hein. Elle coule où elle coule, hein, voilà. Alors, par exemple, le bassin de la Loire, il est sur plusieurs régions administratives et le document d'orientation enfin, le schéma directeur qui, lui, est lié au bassin hydrographique, il est produit à un endroit et il s'applique à plusieurs régions. Alors, il est sous la responsabilité d'un préfet de région, mais ça touche d'autres régions, donc c'est un peu compliqué. Mais en dessous, on a des schémas d'assainissement, on a des schémas départementaux qui traitent des problèmes piscicoles, on a le problème de gestion des étiages, etc. Donc vous voyez qu'on a énormément de planification pour la gestion de l'eau, sachant que l'eau, ça intéresse l'État, les agences de l'eau, les collectivités territoriales, les voies navigables de France, hein, EDF qui a besoin d'eau pour refroidir ses centrales nucléaires, la pêche, l'agriculture. Donc on a un domaine et du coup on a énormément de planification correspondant à tous les sous-domaines qui sont intéressés. Alors, à l'échelle internationale, j'en ai déjà parlé, donc ça fait longtemps qu'on fait de la grande programmation et de la grande planification. Le protocole de Kyoto date de 87, mais vous voyez, ça démarre avec le programme cadre des Nations Unies en 81, la Convention de Vienne sur l'ozone en 85, le protocole de Montréal, donc, qui a résolu les problèmes de l'ozone, enfin en partie, en tout cas en termes de décision, le sommet de la Terre de Rio qui a généré la première convention cadre sur le changement climatique, etc. Les COP qui existent depuis 1995, hein, la COP 21 ayant donné les accords de Paris, on a fait la COP 28 récemment, le protocole de Kyoto 97, donc sur les premières limitations d'émissions de gaz à effet de serre. On a bien sûr l'approche scientifique à cette échelle internationale, qui est le GIEC pour l'évolution du climat et l'IPBES qui concerne la biodiversité. Donc vous voyez qu'on a énormément de structures qui produisent des recommandations et tout ça doit bien sûr s'imbriquer. Alors à l'échelle européenne, je passe très vite, on a le pacte vert pour l'Europe, qui décline un certain nombre d'objectifs à l'horizon 2030. Et il y a très récemment, puisque les choses évoluent, en 2021, il y a l'ajustement à l'objectif 55, hein, c'est-à-dire une baisse des émissions nettes de 55% d'ici 2030. Donc ça, c'est les objectifs à l'échelle européenne.
Alors maintenant, à l'échelle nationale, comment les choses se calent, comment tous ces documents d'aménagement du territoire, finalement, s'organisent entre eux. Alors, si on prend, par exemple, le SCOT, qui est le schéma territorial, pardon, le schéma de cohérence territoriale à un niveau intercommunal, en fait, je vous expliquerai exactement le SCOT-Lorraine, comment il est fabriqué. Vous voyez que par rapport au document qui, lui, traite du niveau régional, qui est le SRADET, il y a une nécessité alors, de compatibilité et de prise en compte. Donc, c'est deux notions assez importantes, mais légèrement différentes qu'il faut un peu maîtriser quand on étudie ces documents. La compatibilité, le fait qu'un document soit compatible avec un autre, enfin, doivent être compatibles, signifie qu'il ne doit pas être en contradiction. Donc, on comprend assez vite qu'un document au niveau départemental ne peut pas être en contradiction avec des éléments du niveau régional. Donc, par contre, pour autant, il n'est pas obligé de prendre en compte la totalité de ce qui est dit. Donc, en fait, il peut être partiel, mais par contre, il doit être compatible. Donc, ça, c'est des choses, comme tous ces documents bougent avec le temps, etc., et couvrent des domaines un peu spécifiques, il est important à chaque fois de regarder les problèmes de compatibilité entre ces différents documents. Le plan local d'urbanisme également est un plan extrêmement important qui doit tenir compte du SCOT, qui doit s'intégrer dans le SCOT. Pas des flèches à l'envers. Les flèches sont à l'envers. Là, ça devrait être le contraire. Le SCOT doit. C'est-à-dire le SCOT ici, non, le SCOT ici doit être compatible avec les orientations du SRADET. Oui, mais il doit prendre. Pardon? Oui, mais normalement, c'est descendant. Oui. C'est quand même descendant. Alors, et le SCOT doit influencer sur le PLUI. Ce n'est pas le PLUI qui influe sur le SCOT. Non, c'est pas ça. C'est le PLUI doit tenir compte des orientations du SCOT. Des flèches à l'envers. Non, mais le problème qui se pose, c'est aussi quand est-ce que les documents sont faits. En l'occurrence, pour notre région, le SCOT, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale du sud Meurthe-et-Mosellans, il existe depuis un certain temps, alors que le plan local d'urbanisme intercommunal, on est en train de l'écrire. Donc, il doit prendre en compte les orientations qui sont fixées dans le SCOT. Maintenant, quand il y a une loi qui est votée, qui fixe un objectif, comme par exemple la zéro artificialisation nette en 2050, il est évident que tous les documents qui traitent d'urbanisme, qui sont en dessous, préexistants, doivent être modifiés pour prendre en compte ces choses. Donc, vous voyez que c'est un espèce de millefeuille assez intéressant. Donc, il faut suivre un peu tous ces événements. Alors, le secrétariat général à la planification écologique, donc, qui a été créé il y a quelques années auprès du Premier ministre, a produit un certain nombre de choses extrêmement intéressantes et continue à les produire. Et il a produit un rapport sur la planification écologique qui se décline dans différents secteurs. Et alors, je vais passer déjà à ça. Grosso modo, c'est quoi le plan? Ben voilà, il y a 6 thématiques et 52 chantiers. Donc, les thématiques, on les voit bien, c'est des choses qui nous parlent, nous, hein, les shifters. On est vraiment mieux se déplacer, mieux se loger, les écosystèmes, donc la biodiversité, produire, se nourrir, consommer. En fait, c'est très satisfaisant quand on est shifter et qu'on a travaillé le PTEF de découvrir ce plan parce qu'on se dit, tiens, c'est largement inspiré de. On les a aidés, hein, c'est officiel. Effectivement, c'est ça qu'il faut dire, c'est que le travail du SGPE et les résultats du SGPE se sont bâtis en partie sur effectivement les travaux qui ont été produits dans le plan de transformation de l'économie française. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, comment s'est fait cette planification? Donc, il y a des travaux, évidemment, alors ça s'est fait entre septembre 2022 et bon, maintenant on est là, quoi, hein. Et voilà ce qui s'est passé. Il y a eu ces travaux de planification. Il y a eu les acteurs qui ont été mobilisés, des collectivités, bon, les filières, les ménages, etc. Donc, il y a eu des débats, des concertations. Et il y a un certain nombre de travaux réglementaires qui ont été faits en continu également. Bien sûr, le projet de loi de finances, les différentes orientations bas carbone et le travail sur la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone. Et là, il y a des projets de programmation énergie-climat qui sont à venir, projets de loi industrielle verte et projets de loi d'orientation agricole. Ça, c'est des choses qui vont finalement asseoir la réalisation de cette planification.
C'est ça qu'il faut voir. Là, on a une planification qui démarre, qui existe, les textes sont là, les documents sont là. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. C'est pas le plus simple, hein, évidemment. Alors, le label, hein, toute cette planification nationale de la transition s'est fait sous un label qui s'appelle France Nation Verte. Donc, quand vous verrez ça, France Nation Verte, c'est tout ce qui est fait dans le cadre de la planification SNBC. Donc, voilà les différents sujets. Donc, on retrouve ça. Il y a 22 chantiers opérationnels. On les reconnaît bien, construction, rénovation des logements, aménagement des villes, nucléaire, verdissement du secteur des instruments financiers, tous secteurs que nous, on connaît bien au Shift, qui sont traités dans les différents documents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça donne le principe, je vais sauter, c'est ça, c'est le constat de départ, c'est-à-dire d'où on part en termes de décarbonation, les efforts à faire d'ici 2030, tout ça est détaillé dans ces plans de la SNBC, les différents chantiers qui sont identifiés avec la part des leviers d'émissions de CO2, enfin de réduction d'émissions de CO2 qui seront dus à chaque chantier. Et l'idée, c'est de dire que tout ça est fait avec un peu de méthode quand même, c'est-à-dire on sait, quand on fait une stratégie d'adaptation, qu'il faut démarrer. L'ADEME a mis en place une méthode de trajectoire d'accompagnement du changement climatique des territoires, la méthode TACT, où l'idée, c'est d'abord de partager un diagnostic, évidemment, de définir des objectifs et d'élaborer des trajectoires. Donc, très bien, on sait d'où on part, on sait où on veut arriver. Par contre, on ne sait pas encore vraiment le chemin par lequel on va passer. Et donc, cette notion de trajectoire, elle est extrêmement intéressante parce qu'on peut dire, bah oui, c'est bien, on trace un trait entre les deux et ça donne exactement la baisse des émissions, etc. Non, c'est pas si simple. D'abord parce que le contexte évolue toujours. Donc, on élabore des trajectoires, mais avec un certain nombre de paramètres. En particulier, on sait tenir compte d'une planification dynamique qui est flexible et surtout, on sait sélectionner les actions. Dans les actions promues par le Shift, il y a toujours cette idée qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. En particulier, il ne faut pas faire des choses qui seraient trop vite ou qui seraient négatives. Alors, la formule, c'est quoi? C'est ne pas. C'est la première attitude à avoir, c'est ne pas faire des choses contre-productives. Voilà. Bon, ben, ça, c'est typique. Il faut rester flexible, mais surtout avoir une bonne méthode de sélection pour trouver les bonnes trajectoires. Donc, quelle action on fait, dans quel ordre? Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est vraiment dans un système où il faut s'adapter. Donc, il y a l'idée que dans l'élaboration des trajectoires, on fait des ajustements en permanence et que, bien sûr, on a des suivis de mesures pour visualiser les trajets pour chaque domaine. Alors, ça, c'est également développé dans des publications. Alors, je passe vite. Donc, cette planification pensée nationalement au HDPE, elle se décline dans les territoires par ce qu'on appelle les COP territoriales. La COP territoriale Grand Est, il y a eu une manifestation le 14 novembre à Metz, voilà, pour la lancer, mais c'est quelque chose qui a été déjà lancé depuis le mois de juillet dans des groupes de travail, qui a eu des plans d'action des acteurs régionaux, faire une territorialisation. Et l'idée, c'est, suite au grand lancement officiel du 14 novembre, ensuite, c'est de lancer sur les orientations et les différents chantiers qui ont été sélectionnés à l'échelle du territoire Grand Est. Évidemment, chaque région n'est pas identique, et donc ça part dans la planification et dans la baisse des émissions et dans la transformation du territoire n'est pas la même. Donc tout ce qui a été retenu pour le Grand Est a été décidé à peu près à ce moment-là. Maintenant, c'est mis à l'aune des territoires à l'étage en dessous, c'est-à-dire des départements, des établissements publics, des collectivités territoriales, des métropoles, etc. Alors ça devrait être stabilisé pour l'été, disons, pour qu'ensuite on démarre la mise en œuvre. Donc, cette planification territoriale, elle va arriver, on peut dire, en opérationnel à partir de la deuxième moitié de cette année. Alors, bon, voilà le diagnostic, d'où on partait, qu'est-ce qui va se passer, d'où est-ce qu'on va arriver si on ne fait rien en 2100. Voilà, c'est ce qui est vendu à l'échelle, etc. Les différents panoramas de leviers de décarbonation et des illustrations par domaine pour l'Est de la France, pour la région Grand Est, ce qui est prévu. Pour en expliquer un, pour qu'on comprenne. Alors, par exemple, on prend les voitures électriques. Bon, le parc de voitures électriques,
en 2019 pour la région Lorraine, 2010, oui, pour la région Grand Est, pardon, et voilà ce qui est prévu. En milliers, hein, c'est des milliers, ça. De 2022, oui, ça c'est en milliers. Hein. Donc en 2022 à 2030, une multiplication par 14 du parc de voitures électriques. C'est ce qui est prévu pour le Grand Est. La consommation d'énergie des bâtiments tertiaires, il est prévu une baisse de 30%. Voilà ce qui est mesuré en 2021. Voilà ce qui est prévu en 2030. Donc chaque région a ses objectifs spécifiques. Hein. Chacun fait sa part. Ça a été aussi un des rapports du Shift il y a déjà longtemps, faire sa part. On trouve également des domaines de la prévention des déchets, les sols cultivés, l'industrie, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est cette déclinaison. Et alors, l'ensemble de cette déclinaison d'objectifs, on la retrouve évidemment dans les différents documents. Alors là, je vais passer pour arriver. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un message au milieu. Alors, voilà, je te redonne la main. ok, oui. Ça marche. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc on va le prendre là. Parce que j'ai perdu la barre en bas. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais. Là, je ne peux pas passer. Bon, alors attends, on arrête le partage, on le remet. Oui, vas-y, remets. Plus simple. Tu as bien mis pour l'industrie 40% de baisse des émissions de CO2. Oui. C'était ça, je suis en bas? Oui, je crois, oui. On passera en mois. Voilà. Donc ici, voilà, c'est toi qui as OK. Alors voilà, je vais. Tu as fini? Alors on est revenu au début? Non, Attends. Et là, voilà ce que donnent les différents documents. On va bientôt s'arrêter parce qu'on va reprendre quelques questions. C'est bon, je vais vraiment aller très très vite. Donc voilà la carte des régions françaises. Voilà notre région. Donc ça, c'est le SRADET qui couvre ce territoire-là. Ensuite, il y a le sud de la Meurthe-et-Moselle qui fait ce qu'on appelle le SCOT Sud 54, qui sont les 13 intercommunalités, les 13 EPCI, enfin les 12 EPCI qui entourent Nancy, hein, la métropole de Grand Nancy qui est là. Donc on a 13 EPCI qui se rejoignent dans le schéma de cohérence territoriale. Et puis, ça, ce sont les plans des PCAET actuellement, donc pardon, la carte Lorraine des plans climat, air, énergie territoriaux qui sont actifs. Les verts sont ceux qui sont actifs et les jaunes sont ceux qui sont en cours. Ici, on a celui de Nancy, puisque le PCAET de Nancy n'est pas encore bouclé, puisqu'on est en enquête publique actuelle. Donc voilà ce que donne cette planification. Donc là, je vais pas les détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais on peut les citer. Voilà, le SRADET, grosso modo, ce que ça fait. On y reviendra quand même. Oui, on y reviendra. Ça traite de gestion de l'espace, hein, d'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de biodiversité, de déchets. Vous voyez que ça, c'est le niveau régional. Si on passe, alors je passe celle-ci. Le schéma de cohérence territoriale, donc au niveau sud Meurthe-et-Moselle, vous voyez qu'il traite aussi de logement, d'habitat, de mobilité, d'équipement, de transition écologique, de réchauffement climatique, de biodiversité. Donc vous voyez que les mêmes domaines sont couverts, mais c'est les mêmes sujets, mais pas de la même façon. Donc il y a nécessité d'articuler ces choses-là, évidemment, quand on développe ces différents types de documents. Le plan climat-énergie territoriale, donc, qui nous occupe aujourd'hui. Les premiers, SRADET et SCOT, sont des documents d'urbanisme hein, et finalement d'aménagement du territoire. Le PCAET est un document d'orientation, donc climat, air, énergie. Et derrière, on a d'autres. Alors bien sûr, ça a été une évolution relativement récente, hein, après 2015, pour intégrer des nouveaux thèmes, en particulier la séquestration du CO2, etc., des sujets qui ne sont pas encore, en tout cas à l'échelle de l'ANSSI, ne sont pas encore traités, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une adaptation de ces plans climat qui s'appelaient autrefois des PCET, qui sont devenus des PCAET, puisque la qualité de l'air a été intégrée. Le plan de mobilité, hein, les anciens plans de déplacement urbain qui sont devenus plans de mobilité, et aujourd'hui il y a Nancy qui s'appelle sur la métropole qui s'appelle plan métropolitain des mobilités. Il a été adopté en 2021 et c'est évidemment un plan
qui doit tenir compte, lui, qui s'intègre sur le territoire et qui doit tenir compte, évidemment, de ce qui est en cours de développement à l'intérieur du plan local d'urbanisme intercommunal, qui là va fixer les règles d'aménagement urbain, hein, et donc qui tient compte, bien sûr, de ce qui est dit dans le SRADET, dans le SCOT, et bien sûr aussi dans le P2R. Donc, vous voyez tous ces documents qui sont extrêmement interconnectés. Et que peuvent faire les shifters dans ce domaine-là? S'intéresser à tout ça sur le plan local, à la façon dont c'est fait, et vérifier, je prends cette deuxième partie surtout, les secteurs d'intervention sur lesquels nous, en local, on peut bien sûr travailler. Actuellement, c'est le PCAET, puisqu'on a un avis en cours de rédaction. Hein, le plan climat-énergie territorial doit rentrer en vigueur, on va dire, tout début 2025, donc il y a encore du temps, il y a encore des choses à faire. Il y a d'autres documents stratégiques qui sont en cours, le PLUI, donc le plan, et le P2Z, dont il faut suivre la réalisation, parce que quand ce sont des plans qui sont terminés avec des documents figés, votés, etc., labellisés, pour autant, il y a des principes de suivi et il faut absolument les surveiller. Bien sûr, il faut travailler sur les enquêtes publiques et les différentes concertations sur les projets d'infrastructure. L'autoroute en est une, mais il y en a d'autres. Et sur les initiatives, j'en ai mis quelques-unes, là, qui sont des initiatives de décarbonation, Solvay, Novacar, Archipel. Tous ces points-là sont bien sûr en partie traités dans les PCAET. Donc, il faut qu'on intervienne sur ces choses-là. Et bien sûr, un autre domaine sur lequel il est important de participer, c'est participer aux instances de suivi de ces documents, puisque tous ces documents-là ont des organes, des comités de suivi, et dans lesquels les citoyens, a priori, et donc et le monde associatif est présent. En tout cas, il faut nous faire connaître pour pouvoir avoir un mot à dire sur ce qui peut se faire ou ne pas se faire d'ailleurs dans ces documents. Donc, TOC3D aussi. Alors, oui, il y a aussi une chose, c'est qu'effectivement, dans ces associations, dans ces principes de suivi, pour les documents d'urbanisme et pour le PCET d'ailleurs, sont prévus la participation d'instances citoyennes, et le C3D, donc le Conseil de développement durable de la métropole du Grand Nancy, fait partie de ces structures-là, et les shifters, ils sont représentés. Donc c'est intéressant parce que c'est un biais par lequel on peut effectivement avoir de l'information et agir, en tout cas donner des avis quand il y a des choses à dire. Et je vais m'arrêter là. Je peux dire juste une chose, c'est que l'ensemble des documents de la SNBC, de la SGPE, pardon, donc du produit sur cette transition écologique par le secrétaire général de la planification écologique, ont été étudiés, regardés de près par le SHIFT, qui a produit un document, donc des observations, le document est sur le site du SHIFT. Il est extrêmement intéressant, il est plutôt élogieux pour dire, effectivement, puisque ça a été fait beaucoup à partir des travaux du SHIFT, enfin, il y a une bonne reconnaissance, mais il y a encore quelques points quand même qui ont été notés par le SHIFT comme manquant de précision. En particulier, c'est les problèmes de bouclage. Et quand on travaille, par exemple, sur un domaine comme la biomasse, hein, où tout le monde veut utiliser de la biomasse pour du chauffage, pour ceci, enfin bref, on a un vrai problème, parce que un vrai problème de concurrence sur une thématique de ce type-là. Hein. Et donc là, l'idée, le commentaire du SHIFT est de dire il faut généraliser des méthodes de bouclage pour avoir des règles de priorisation des usages pour l'électricité, pour l'hydrogène, pour les sols, pour les différentes compétences qu'il peut y avoir. C'est extrêmement important qu'on gère correctement ces priorités d'usage. On le voit également, évidemment, pour le bois. Il y a des problèmes de bouclage électrique où là, le SHIFT pense qu'il y a une sous-estimation de la part du numérique, de la consommation du numérique, qui effectivement est en croissance. Il y a un problème sur le développement des petits véhicules. Bon, il y a un combat assez particulier sur ne pas trop pousser au SUV de 2 tonnes électriques. Voilà, bon, là, on pense qu'il manque de choses dans ce domaine-là. Là aussi, des manques de bouclage. Et puis, des problèmes de déclinaison territoriale de la planification. Je pense que maintenant, c'est légèrement corrigé par le fait même que
Les COP territoriales sont en train de se mettre en place dans les différentes régions de France. Et donc, il y a là quand même quelques espoirs qu'on ait des choses intéressantes à dire. Bon, j'ai mis quelques ressources, mais c'est encore incomplet. Il faudrait que je complète parce qu'il y a d'autres éléments. Voilà, et je vais m'arrêter là. Merci Francis. On va passer aux questions, mais on va s'arrêter surtout à la nuit. On ne veut pas trop abuser du